Il y a de plus en plus de personnes qui s'informent aujourd'hui via Instagram, TikTok, Snapchat, plutôt que les sites de médias traditionnels. Et donc au Royaume-Uni, 41% des 18-24 ans affirment que les réseaux sociaux sont désormais leur propre source d'infos. Il y a une transition qui s'opère vers les réseaux sociaux qui sont tournés vers la vidéo. Et sur ces mêmes plateformes, les utilisateurs accordent davantage d'intérêt aux influenceurs plutôt qu'aux journalistes. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette pastille actu de Mediarama. À mes côtés, Alexandra Klinik, journaliste de profession. Tu officies notamment à Télérama et également dans la cellule prospective de France Télévisions qu'on appelle Métamédia. Donc c'est la première fois que tu viens. Merci d'être là, Alexandra. Merci beaucoup à toi. C'est surtout pour une pastille actu, donc plein de sujets. On peut avant de te retrouver notamment sur Métamédia où tu suis l'actualité dans cette équipe riche. Vous êtes combien là-bas chez Métamédia? 3, 4 au moins? Oui, 4. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on peut te retrouver là-bas et je mettrai évidemment tous ces liens pour te retrouver dans les notes de l'épisode. Donc aujourd'hui, je le disais, pastille actu, on va parler notamment de la montée en puissance des créateurs de contenu. On va parler jeunes journalistes et on va parler évidemment encore et toujours d'IA puisque c'est quand même un sujet qui nous intéresse beaucoup et à côté duquel on ne peut pas passer. C'est un peu tous les jours qu'on voit des news en ce moment dans les médias autour de l'IA. Alors je le disais, créateurs de contenu, j'ai vu passer un article du Washington Post autour des créateurs de contenu qui dit que les créateurs de contenu dépassent les médias traditionnels alors que les actualités atteignent un point de basculement. Donc se pose la question, est-ce qu'un créateur de contenu peut être journaliste? Alors dans l'article que tu as lu, on a préparé ça ensemble, il s'appuie notamment sur le Reuters Institute, ce fameux rapport dont on parle souvent chez Mediarama, qui détaille que 1 adulte sur 5 de moins de 24 ans s'informe sur TikTok. Et que, notamment, dans cette stat intéressante, un pays comme le Royaume-Uni, les jeunes adultes passent plus de temps à s'informer sur TikTok qu'ils ne passent de temps à regarder la télévision. Est-ce que ça t'a surpris, ces news? Comment tu analyses un peu ce phénomène, cette tendance? C'est une tendance de fond qui existe déjà depuis pas mal de temps. Ouais. Si on doit remettre dans le contexte, il y a de plus en plus de personnes qui s'informent aujourd'hui via Instagram, TikTok, Snapchat, plutôt que les sites de médias traditionnels. Et donc au Royaume-Uni, je sais que tu as mentionné un chiffre, mais j'en rajoute un autre. Bien sûr. 41% des 18-24 ans affirment que les réseaux sociaux sont désormais leur propre source d'infos. Donc on voit dans ce paysage la croissance de YouTube en tant que source d'infos. On a tendance à le mettre un petit peu de côté par rapport à TikTok, mais elle monte bel et bien. Donc, il y a une transition qui s'opère vers les réseaux sociaux qui sont tournés vers la vidéo. Et donc, c'est ce que de nombreux créateurs de contenu ont compris et essayent de s'adapter à cet usage. Avec plus ou moins de succès d'ailleurs. Hein, et certains réussissent très bien, sont très puissants dessus, mais d'autres, il y a aussi des beaux fails. Hein. Tout à fait. Et sur ces mêmes plateformes, les utilisateurs de TikTok, Instagram et Snapchat accordent davantage d'intérêt aux influenceurs plutôt qu'aux journalistes. Donc ça, par exemple, les journalistes essayent de le comprendre, de l'assimiler. Je pense par exemple à Salomé Saké, qui un jour m'a dit que son domaine de prédilection, c'était l'écrit. Mais qu'elle avait bien compris que pour percer, pour tenter de nouer un dialogue avec le public, elle devait passer par la vidéo. Donc elle s'est forcée à multiplier les pastilles vidéo, les prises de position engagées, et c'est comme ça qu'elle a émergé quelque part et c'est un visage. Et aujourd'hui, elle dit que sa légitimité, elle le tire des réseaux sociaux et non pas de la rédaction où elle se trouve, même si elle apprécie la rédaction où elle se trouve. Oui, bien sûr. Mais donc, créateur de contenu, ça passe forcément par la vidéo, par une incarnation.
Alors, si on regarde par exemple les succès de Hugo Décrypte ou encore de Gaspard G ou du Crayon, je suppose que oui. Et même Le Monde disait qu'il prenait comme exemple Hugo Décrypte, puisqu'il a été un des premiers à savoir casser cette relation surplombante du journaliste. Si on considère que Hugo Décrypte est un journaliste, lui-même a mis du temps à assumer cette définition. Au départ, il se considérait comme youtubeur. Aujourd'hui, il dit plus facilement qu'il est journaliste. Voilà, donc Le Monde s'est inspiré de Hugo Décrypte pour faire des vidéos incarnées, surtout sur Instagram et sur YouTube. Ouais. Et c'est marrant, et en parallèle, Hugo Décrypte, lui, arrive aussi à l'inverse sur France Télévisions pour faire l'interview face cachée. Donc, il y a aussi un rattrapage dans l'autre sens. Quelque part, les deux mondes se mélangent, se rattrapent. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour Hugo Décrypte, avec l'interview face cachée avec Thomas Pesquet, c'était un pari gagnant puisqu'il y a eu de très bons scores d'audience. Donc, ça a permis de faire découvrir Hugo Décrypte à une nouvelle audience donc de la télévision. C'est marrant, ça va revenir l'ancien public. C'est assez rigolo de voir ça. Donc, en fait, j'allais dire les générations plus âgées, enfin ou pas, mais en tout cas découvrent des créateurs de contenu 5 ans, 10 ans peut-être après nos enfants ou les adolescents, quoi. C'est assez fou ce truc inverse, quoi. Oui, et d'ailleurs, il y a de plus en plus de médias qui s'associent à des youtubeurs, justement, pour faire un petit peu, pour diversifier la façon dont ils propagent l'info. Ouais. Je sais que Mediapart, par exemple, s'est associé à Usul pendant 6 ans pour une émission politique. Ouais, l'Humanité qui s'associe à Bolchegeek, etc. Je sais pas ce que eux gagnent réellement, ces créateurs de contenu. Est-ce que c'est juste une nouvelle audience? Est-ce que c'est des contrats financiers? Est-ce que tu sais, par exemple, ce qui les motive à faire ça? Je sais que pour Usul, ça lui a permis d'établir un cadre, puisque quand on est youtubeur, tu es ton propre entrepreneur, tu dois te forger un certain rythme de vie. Donc Mediapart, ça lui a permis juste d'avoir une stabilité financière aussi. Oui, voilà, des revenus récurrents, et c'est peut-être un peu de confort. Bon, voilà, donc pour les journalistes, être plus authentiques, incarner davantage leur travail pour essayer de rester un petit peu au goût du jour, c'est ce qui est important à retenir quelque part de cette news pour réconcilier un peu les deux mondes. Oui, et puis aussi ne pas hésiter à faire des formats qui interrogent la communauté. Je sais que par exemple Hugo Décrypte fait de nombreuses FAQ qui sont regardées par les internautes. Je sais que Arrêt sur Image fait de plus en plus d'émissions sur Twitch où ils regardent les retours de leur communauté. On peut aussi citer bien sûr Samuel Etienne dans ses émissions Twitch où il parle de co-construction de l'info. Ouais. Donc voilà, il y a pas mal... Plus d'interactions, voilà, c'est moins, désolé pour l'anglicisme, mais moins top-down, c'est prendre c'est l'interaction, c'est parler avec la communauté, engager la communauté, c'est de l'engagement. Et comme le dit Samuel Etienne, une co-construction et peut-être aussi se retrouver sur d'autres espaces comme Slack, Discord ou des groupes WhatsApp où il peut y avoir peut-être un peu plus d'interaction, ou Twitch même aussi, hein, où les outils de communauté sont très forts. Oui, je pense aussi également à Jean Massier qui a développé sa propre émission Backseat. Et lui, par exemple, au lieu de faire venir un public lambda, il fait venir les gens de sa communauté. Donc, il fait payer un tarif assez élevé, 49 €. Mais c'est une façon de faire ressentir l'énergie du public et de souder une communauté. Donc, il y a des petites initiatives à mettre en place qui peuvent être intéressantes pour les médias traditionnels. Donc, c'est du live avec du public payant. C'est une manière de dire, c'est ça, hein, Oui. On paye pour assister à l'émission. Mais voilà, c'est des gens qui sont pour le coup très engagés, qui vivent un moment un petit peu unique, etc. Ça, c'est pas mal, hein, comme formule aussi. Je l'avais eu, Jean Massier sur Mediarama, mais je pense pas qu'il avait encore cette formule comme ça de live avec un public payant. C'est assez récent. C'est assez récent. Et c'est vrai que lui, c'est aussi un des bons exemples. Il y a aussi Popcorn de Domingo, en fait, qui est aussi très, très bon là-dessus. On reste un peu dans une news, non pas similaire, mais qui concerne les jeunes journalistes. On parlait justement de Hugo Décrypte. Tu me racontais qu'il avait eu du mal à avoir sa carte de presse ou à se définir en tant que journaliste. Il se voyait d'abord youtubeur. Donc là, c'est une news qui concerne les jeunes journalistes qui
quittent leur poste. Donc ça part en fait d'un article du Monde qui évoque l'enquête du sociologue Jean-Marie Charon, jeune journaliste, l'heure du doute aux éditions Entremises, qui vient de sortir. Et donc, d'après une étude publiée par les observatoires des métiers de l'audiovisuel et de la presse, 40% des journalistes ayant obtenu leur carte de presse en 2008 ont quitté le journalisme au bout de 7 ans seulement. Il n'était que 28% en 98 et ce phénomène ne cesse de s'accentuer au point qu'on parle aujourd'hui d'une spécificité générationnelle. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ce shift, moi, ça m'a un peu choqué. J'ai l'impression que journaliste, évidemment, je ne le suis pas, mais j'en côtoie par Mediarama, parce qu'on fait chez Cosa Vostra, c'est un peu souvent un sacerdoce, quelque chose d'important, et apprendre que 7 ans après, t'as quasiment 1 sur 2 qui arrête ce métier-là, c'est un échec. Plutôt qu'un échec, je parlerais d'avoir un rapport pragmatique à ce qui est en train de se passer. Déjà, il faut savoir que les jeunes journalistes évoluent dans des conditions que leurs aînés n'ont pas eu à connaître. C'est-à-dire que la presse écrite a perdu plus d'1 tiers de ses revenus en 15 ans. Les nouveaux médias en ligne qui sont en train d'émerger ont des problèmes économiques. Donc, ils doivent s'adapter. Et donc, dans l'étude de Jean-Marie Charon, c'est le doute qui prime. Et moi, ce qui m'a surpris, en fait, aussi, c'est que les jeunes journalistes doutent de leur profession puisqu'ils n'arrivent pas à se projeter sur 1 an ou 2. En fait, c'est même pas sur 5 ans, c'est sur 1 an ou 2. Donc, ce qui est problématique. Oui, parce que c'est dur de s'imaginer de faire une carrière quand on a du mal à se projeter dans ce qu'on fait. On ne sait pas où sera son média, on ne sait pas ce qu'on fera dans 1 an ou 2. Donc, effectivement, au bout d'un moment, j'imagine que ça doit peser, notamment sur ton choix, sur la suite de ta carrière. Oui, et puis surtout quand ce que tu es amené à faire n'a aucun sens. Beaucoup de journalistes qui ont interrogé Jean-Marie Charon parlent du bâtonnage, du micro-trottoir qu'on leur impose de faire. Alors le bâtonnage, peut-être pour ceux qui ne savent pas, c'est la reprise des news d'agence sans quasiment de traitement. C'est normalement interdit, mais faut le savoir, c'est une réalité. Beaucoup des articles publiés par les médias sont des news qui viennent de l'AFP, de l'AP, de Reuters, et qui sont quasiment pas transformés. Ça fait de l'audience, ça permet de monétiser, etc. Mais effectivement, en termes de plus-value pour un journaliste, on est proche de zéro, quoi. Malheureusement, et ceux qui peuvent faire des enquêtes sur le temps long, ce sont souvent des pigistes, donc ils payent leur choix au prix fort, parce que la plupart des pigistes et des gens qui sont en CDD sont dans des situations précaires. C'est la réalité. Ouais, donc j'avais vu donc cet article, il cite 3 raisons objectives aussi, un peu un choix fait très jeune, souvent en 3e ou au lycée. Encore une fois, je disais, c'est un métier un peu qu'on idéalise et je pense qu'on change au fil des années, puis on se confronte à la réalité que tu viens de décrire qui est absolument pas rose. Donc j'imagine quand on a idéalisé ça pendant des années, étudié, fait une école de journalisme, derrière ça doit être une sacrée claque. Alors, ce que dit Jean-Marie Charon, c'est que les jeunes ont un rapport plus pragmatique, justement. Pour eux, s'ils doivent quitter la profession, ils se réorienteront le plus souvent vers des métiers d'enseignement, de la communication. C'est pour les plus anciens qui ont passé toutes leurs années dans le milieu du journalisme que là, ça va être beaucoup plus dur. Ils vont vraiment le vivre comme un deuil. Ouais. Alors que pour les jeunes journalistes, ils ont vu, puis ils repartent. Et repartent autre chose, des créateurs de contenu ou rien à voir, partent ailleurs, un peu dans ce truc où on peut avoir aussi plusieurs carrières peut-être dans sa carrière, plusieurs postes, etc. Donc c'est peut-être un petit peu moins dur. Mais bon, je leur dis, non pas pour faire du drama, mais quand on fait ce choix jeune, tu sais que t'es orienté dessus. Voilà, quand même te dire que 1 sur 2 quasiment quitte, je trouvais ça un petit peu, en tout cas suffisamment intéressant pour être raconté. Donc je vous invite à aller lire cet article, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode, ou d'aller lire le livre Jeune journaliste, l'heure du doute. Toi, tu es journaliste, tu as ta carte de presse. Je l'avais avant. Tu l'avais avant, ce que tu me racontais, mais pour des raisons plus techniques, tu l'as plus là pour le moment. Mais tu me disais quand même que c'était plus le Graal, quoi. Tu peux très bien vivre sans être journaliste. À France Télévisions, on peut faire de la pige, travailler, etc. C'est pas un sésame qui change tout. Non, c'est plutôt les articles que tu vas faire. C'est le contenu qui compte. Exactement. S'ils ont du sens, c'est ça qui compte. Ouais. Top. On va parler un peu d'IA. On aurait pu en parler justement parce que le bâtonnage, notamment, alors c'est justement peut-être un des aspects où l'IA peut avoir le plus de sens, hein, tu vois, peut-être pour libérer du temps aux journalistes et où ils pourraient
passer plus de temps à faire de l'enquête si on les déchargeait justement de ce côté bâtonnage. C'est peut-être là où il y aura des pistes. Mais c'est pas l'article dont je voulais parler. C'était plutôt les bots d'IA générative qui pillent à outrance les articles de presse protégés par le droit d'auteur, avec notamment, pour illustrer ce sujet, un article du Guardian qui se plaint de la reprise d'un de leurs contenus par Microsoft. Et ironie, Microsoft, qui est le principal actionnaire de OpenAI, ChatGPT et DALL-E, qui reprend des contenus et en modifie une partie du contenu ou rajoute des sondages un peu fantaisistes. Est-ce que tu veux peut-être en dire plus ? Oui, alors la semaine dernière, une personne est morte à Sydney en Australie et le site de Microsoft a repris l'article du Guardian qui mentionnait ce fait et a rajouté un sondage donc, qui était généré par l'intelligence artificielle qui demandait quelle est la cause du décès de cette personne, assassinat, suicide ou accident. Donc, ce qui est un peu glauque, ce qui n'a aucun sens éditorial. Enfin, pardon, je te laisse continuer. Tout à fait. Et les internautes se sont insurgés et ont pensé que cette erreur, enfin, en tout cas, ce sondage venait du Guardian. Et donc, Microsoft s'est ensuite excusé auprès du Guardian et a retiré le sondage 4 jours après. Mais donc, ce qui veut dire que le mal a été fait et que donc la faute a été imputée par les internautes sur le Guardian. Oui, parce que tu peux le retirer et publier un mea culpa, il sera probablement pas vu et le mal est fait. Et c'est le dernier accident entre guillemets en date, puisque Microsoft, et ça donc c'est des articles qui sont publiés sur les portails, genre MSN, etc., qui sont pour des millions d'internautes, notamment aux États-Unis, une porte d'entrée vers les news. C'est là qu'ils s'informent et c'est les news qui ils ont confiance, puisque c'est quand même censé avoir une équipe de rédacteurs chez Microsoft. Et depuis, Microsoft a décidé d'arrêter les sondages générés par l'intelligence artificielle. Donc, il y a eu quand même une conséquence. Voilà, positive. Ouais. Et je disais, voilà, il y a eu énormément de news. Alors, énormément. L'article de CNN en reprend 4-5 des exemples de fake news, soit qui sont des hallucinations de l'IA, soit qui sont en fait des reprises parce que l'IA a repris des articles de sites un peu obscurs. Donc, une qui disait que Joe Biden était en train de dormir pendant un moment de silence des victimes des feux, des fameux feux à Hawaï, je crois. Une autre histoire, en fait, sur la mort d'un joueur de NBA en disant qu'il était inutile. Enfin, bref, des choses qui sont assez graves, sauf que tout ça est faux. Et en fait, on est vraiment là dans l'exemple d'une exploitation par l'IA sans contrôle humain, avec derrière des médias qui sont associés là, le Guardian, et c'est dramatique en termes d'image. Tout à fait, mais on peut aussi peut-être parler des aspects positifs de l'IA pour les journalistes. Exactement. Je sais par exemple que le journaliste Casey Newton, donc qui a sa propre newsletter qui s'appelle Platformer, utilise l'IA pour, par exemple, corriger ses fautes d'orthographe, ce qui marche la plupart du temps. Il peut aussi lui demander est-ce que tu peux me rédiger un commentaire d'une personne qui est spécialisée, par exemple, dans le journalisme tech par rapport à mon article ? Est-ce que tu peux m'aider à rédiger un commentaire d'une personne qui n'est pas représentée généralement par les médias ? Comme ça l'aide à ajuster son contenu. Donc ça peut être un élément positif pour les journalistes. Le journalisme augmenté. Oui. Voilà. Mais en fait, toujours avec un peu d'humain, en tout cas derrière. On voit ces dernières semaines, à chaque fois qu'il y a eu des utilisations non contrôlées par l'humain, c'est un peu compliqué, quoi. Et ça génère des erreurs, ça génère des hallucinations et des bad buzz pour les médias. Et des bad buzz. Et aussi, une des tendances des journalistes, c'est de considérer que ChatGPT est une source d'information. Or, grosse erreur. Grosse erreur. Mais Mind Media a fait un article sur les usages de l'IA générative et a positionné donc l'usage de l'IA générative comme moteur de recherche, enfin en tout cas comme source d'infos en première partie, ce qui à mon sens est une erreur, puisque généralement l'IA invente. Ouais. Parce qu'on attend ça, on le rappelle, c'est un modèle probabiliste, donc c'est absolument pas une encyclopédie ou quelque chose à jour. Il invente effectivement parfois des histoires parce que c'est ce qu'il pense qu'on attend. Donc c'est absolument pas fiable comme source d'information. Et par exemple, quand on lui demande ses sources, où est-ce que tu as eu cette information, il peut te citer un article, par exemple, du Monde qui n'a jamais existé. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ah, ça, tu t'en es rendu compte. Vous l'utilisez beaucoup chez Métamédia, chez France Télévisions ? On l'utilise parce qu'on organise des formations justement sur comment utiliser ChatGPT au sein des rédactions.
Donc, à ce titre, on l'utilise. D'accord. Vous avez des abonnements premium ? Non. Non ? Donc, vous êtes sur ChatGPT 3.5 ? Exactement. Il faut se battre pour que vous ayez des abonnements. Ça coûte pas très cher. Je pense que ça fera une différence. Mais ceci dit, je reviens sur l'article de Mind Media qui est quand même un bon article. Ça m'est pas sauté aux yeux, mais t'as raison. Et je pense que s'il y a un truc à retenir, effectivement, c'est que ChatGPT n'est pas, enfin, en tout cas, les IA génératives, ces grands modèles de langage ne sont pas des sources. C'est pas là qu'il faut aller sourcer son contenu. On peut aider sur la génération de contenu, tu l'as dit, corriger, avoir des résumés, ce genre de choses, mais pas en tout cas pour aller chercher de l'information. On reste sur, justement, on était sur OpenAI, il y a eu l'annonce hier, la journée des devs de OpenAI, et donc quelques annonces du côté de OpenAI, tu peux nous en dire plus ? Oui, alors j'ai trouvé la réflexion intéressante de la part de Benoît Raphaël, qui s'intéresse un petit peu au domaine de l'innovation et qui a la newsletter Flint, qui disait que cet événement, en fait, ça ressemblait aux événements Apple et que plus tard, justement, on serait destiné à recevoir des informations comme ça régulièrement dans des grandes conférences. Ce qu'on a appris, c'est que donc 100 millions d'utilisateurs hebdomadaires chaque semaine utilisent ChatGPT. Là où c'était, il y a quelques mois, 100 millions par mois. Il me semble. Ouais, non mais c'est ça. Donc vraiment, ça s'est multiplié. Voilà, c'est ça. Ils reprennent un peu leur place de leader, on va dire. Voilà. Et donc il y a il a procédé à plusieurs annonces. Donc ils vont faire des chatbots personnalisés qui ne nécessitent pas de coder. Ils vont intégrer plus de capacités de texte. Donc on va pouvoir intégrer 300 pages, donc un roman presque, par rapport à 7000 mots, je crois, auparavant. Et puis aussi, il me semble qu'ils vont apporter une aide judiciaire aux développeurs contre la violation des droits d'auteur. Ouais, ça c'est le gros sujet, hein, effectivement, le droit d'auteur. Et d'ailleurs, je sais pas si tu t'as testé, mais on a maintenant la génération d'images dans ChatGPT. Alors je crois, non, pardon, c'est réservé aux abonnés premium. Donc tu ne l'as pas en l'occurrence, mais il y a une requête sur deux est bloquée pour des questions de droit d'auteur ou de violation c'est devenu très compliqué. On sent ils se sont fait un peu taper sur les doigts. Ils ont mis le curseur qui est très très haut et c'est très compliqué là maintenant de générer des images sans avoir un blocage parce que ils considèrent que voilà, soit ça viole les copyrights, soit c'est des choses qui sont inconvenantes parce que c'est du sexe, de la violence, etc. J'ai l'impression qu'ils prennent maintenant vraiment des pincettes là-dessus. Mais ceci dit, voilà, ce qu'ils annoncent c'est effectivement plutôt intéressant et puis on pourra avoir accès notamment maintenant à une IA qui sera avec des informations à jour à avril 2023 versus janvier 2021 pour l'ancien modèle, donc des choses beaucoup plus à jour. En termes de lancement, on quitte un peu OpenAI, il y a aussi X qui a fait son annonce hier de Grok. Grok, tout à fait. Donc c'est une entreprise qui a été préparée pendant 4 mois par Elon Musk. Donc il s'agit d'une IA qui va être un peu plus, on va dire, funky que les autres. Avec de l'humour, c'est ça. Voilà. Et puis surtout qui va s'appuyer sur les données de Twitter. Twitter, il y a un taux de désinformation qui est assez élevé, donc on peut imaginer ce que ça va être, une intelligence artificielle qui s'appuie sur des données non vérifiées. Exactement, et comme il est mis quasiment aucune des protections contre les abus mises en place par ses concurrents, puisque c'est vraiment à l'image d'Elon Musk libertaire. Pour lui, voilà, ça doit permettre de tout faire, il ne doit pas y avoir de limite, sauf quand ça le concerne lui, évidemment. Mais ça, c'est plus en aparté. Et ce petit côté un peu ironique, puisque lui, qui appelait un peu à un ralentissement, un contrôle du développement des IA, qui évidemment, en parallèle, développait la sienne. Voilà, il dénonçait depuis plusieurs mois, je marque, les dangers que ferait courir l'IA à l'humanité. Et il nous sort Grok. Donc, hâte de voir ça. C'est pour le moment réservé aux abonnés premium de X. Donc, il faut payer les $20. 16 € pour y avoir accès. C'est en early access, donc hâte de pouvoir tester ça. Voilà, il y a plein d'exemples qui ont couru ces derniers jours, enfin sur comment on peut faire de la cocaïne, etc., qui permettaient d'illustrer soi-disant le ton de l'humour de Grok. Hâte de voir un peu ça. Et puis j'ai noté 2 petites news pour terminer cette pastille actu, notre filet des news pas forcément importante, mais à savoir Condé Nast, donc la maison mère des titres tels que Wired, Vogue, GQ et Vanity Fair, qui va licencier environ 5% de ses employés. Oui, et notamment dans la partie vidéo numérique, puisqu'ils considèrent que la vidéo ne fait plus assez d'argent.
notamment sur YouTube Shorts et TikTok, qui ne sont pas assez rentables, et ils se sont rendus compte que les vidéos sur YouTube n'étaient pas assez vues non plus. Ce qui est un peu dramatique vu de l'extérieur, parce que, j'ai l'impression quand même que c'est les formats qui monétisent bien les vidéos et donc on sait pas quel est leur plan pour contrer ça. Ils vont surtout s'appuyer donc sur les abonnements et le e-commerce, il me semble. Ouais, le e-commerce, le fameux content to commerce, le e-commerce, un peu la martingale aussi des médias, mais en tout cas, ce sont pas des très bonnes news. Et puis USA Today du groupe Gannett, qui a trouvé son journaliste qui va couvrir l'actualité Taylor Swift. On en avait parlé dans une ce qui était assez rigolo, puisque c'était vraiment un post dédié à une personnalité pour dire à quel point Taylor Swift est un sujet, une thématique en soi. Ça y est, ils ont trouvé leur candidat. Oui, une petite perle rare de 35 ans qui a travaillé auparavant dans des rédactions et qui était très axée sur la vidéo. Il était notamment en compétition avec un journaliste qui couvrait la Maison-Blanche. Voilà, ce qui est pas anodin quand même, passer de la Maison Blanche à Taylor Swift, pour dire vraiment, alors c'est plus une anecdote, ça peut prêter à sourire, mais voilà qu'il y a des sujets maintenant, des verticales qui sont très importantes au point d'avoir un journaliste dédié à ça. Alexandra, merci, on est au bout de cette pastille. Merci à toi. Voilà, donc c'est des sujets variés. On mettra dans les notes de l'épisode tous les liens qu'on a pu évoquer. Pas mal de news en tout cas aujourd'hui. Merci de ton temps et puis j'espère qu'on te reverra dans une pastille actu. C'était très agréable de t'avoir. Merci beaucoup. Et merci à toutes et à tous et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien. Cosa Vostra.